Bonjour et bienvenue sur Parlons PMA, votre ressource autour du parcours de procréation médicalement assistée. Je suis Lisa Journiac et j'accompagne les femmes, les couples pendant leur parcours de PMA. Grâce à mon expérience dans ce domaine et mes compétences en coaching, j'ai pour mission de vous aider à mieux vivre vos essais bébés. Chaque semaine, je vous propose des informations et des conseils à travers de témoignages de personnes ayant vécu ce parcours, d'interviews d'experts en fertilité et enfin d'outils et réflexions que j'utilise durant mes accompagnements. Si tout cela vous intéresse, alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, qui est sage-femme en PMA. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Bon, déjà, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Avec Et plaisir. pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi je m'appelle Marie, je suis sage-femme depuis 10 ans et plus particulièrement en PMA depuis 2 ans. J'exerce au sein du centre de fertilité de l'Institut mutualiste Montsouris, situé à Paris, dans le 14e arrondissement. D'accord, très bien. Et alors, justement, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle de sage-femme en PMA ? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des sages-femmes, mais on parle moins des sages-femmes en PMA. Alors, du coup, en quoi consiste ton travail finalement ? Alors du coup, faut savoir que les missions de la sage-femme en PMA peuvent être un petit peu variables, je pense, selon les centres, pour avoir eu des échos de différentes consoeurs. Pour ma part, mon travail, on va dire, commence à partir de l'entrée des patientes, en protocole, vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la partie où on va avoir des échographies régulières, et la partie où on va, s'injecter des produits et cetera, où on va commencer les stimulations. Alors du coup, on réalise avec ma collègue les échographies, toutes les échographies de stimulation, donc tout le long du cycle, que ce soit du tout début jusqu'à ce qu'on arrive à l'insémination, la ponction, etc. On a aussi, on va même jusqu'aux échos de datation de début de grossesse. Voilà, donc on accompagne les patientes dans tout leur parcours. Ensuite, on a aussi une activité de coordination au niveau de l'équipe, entre les patientes et l'équipe, c'est-à-dire que tous les jours, on va réviser tous les dossiers des patientes qui sont venues dans le centre et des patientes qui nous ont adressé des mails pour des questions sur leur protocole avec le médecin. Et puis après, on va les rappeler ou leur envoyer un mail pour leur répondre à leurs interrogations. Soit directement, on leur répond quand on sait y répondre, soit on fait un point avec le médecin du jour pour leur répondre le plus justement possible. On répond aussi beaucoup à des mails, des petits coups de stress, des coups d'angoisse, et on se charge aussi de récupérer tous les résultats de bêta-HCG de nos patientes pour les aiguiller sur la suite, que les bêta-HCG soient positifs ou négatifs, donc soit sur des recontrôles, soit sur la programmation d'échographie, soit sur la programmation de nouvelles tentatives pour les patientes pour qui malheureusement la tentative a échoué. Donc voilà, en gros, à peu près notre rôle, euh, en tout cas là où moi je travaille. D'accord, hein, donc des missions variées et Oui, finalement c'est intéressant. Et alors donc vous faites des échographies aussi, il y a une ouais. formation spéciale pour faire de l'échographie en tant que sage-femme. Alors, oui, il y a ce qu'on appelle le DU d'échographie. C'est un diplôme, qu'on passe en plus de nos études, heu, qui est pas forcément obligatoire, hein. On peut faire de l'échographie pelvienne sans forcément être titulaire du DU, mais ça c'est quelque chose en plus qui peut valoriser nos compétences à ce niveau-là. Donc il existe plusieurs DU d'échographie en France qui vont de l'échographie, générale, qu'elle soit gynécologique ou obstétricale, donc qui vont jusqu'à toutes les échographies de la grossesse. Et il y a également des DU plus particuliers où on fait de l'échographie au niveau du pelvis simplement, plus orienté gynéco. Voilà, donc ça dépend de quelle consoeur chacune a des DU ou pas de DU d'ailleurs. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Et alors, moi, je me demandais finalement à quel moment les patients entrent en contact avec le centre de PMA. Est-ce qu'ils viennent dirigés par les gynécologues qui les suivent habituellement ou est-ce qu'ils s'adressent directement au centre lorsqu'ils sentent qu'il y a un souci, qu'il n'y a pas de grossesse qui arrive? Alors dans la majorité des cas, les couples sont adressés par un médecin, qu'il soit gynécologue en ville
pour la majorité, ou même certains médecins généralistes. On a également des sages-femmes qui nous adressent les patientes. Ce qui se passe dans la plupart des cas, les personnes, au bout d'un certain temps, à essayer d'avoir un enfant et en voyant que ça ne fonctionne pas, vont consulter en général leur médecin de proximité. Donc certaines femmes, elles vont plutôt voir leur gynéco, d'autres directement le médecin généraliste ou la sage-femme. Et puis en général, les premiers examens sont lancés et les couples sont adressés dans un second temps vers les centres de PMA. Donc souvent, voilà, il y a déjà eu des premiers examens de fait. Après, selon les centres, il y en a qui acceptent ou non de recevoir les couples en première fois sans aucun examen préalable. Mais souvent, quand même, ça marche mieux en étant un peu adressé et en ayant fait les premiers examens, ce qui permet d'une part éventuellement de rassurer le couple en lui disant bah voilà, sur les examens, vous n'avez pas de problème de fertilité, donc vous pouvez vous laisser un petit peu de temps. Par exemple, ça peut être des couples qui n'ont pas non plus énormément de rapports par mois ou qui avaient un petit peu de mal à cibler le bon moment, donc ça permet de redonner des explications, de réorienter peut-être les essais et puis de leur laisser un petit peu plus de temps. Ou alors de dire bah là oui effectivement on dépiste un souci chez madame, chez monsieur, donc on va vous orienter directement vers un centre de PMA adapté pour le couple. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, finalement, quand est-ce qu'il est recommandé de consulter un spécialiste lorsque la grossesse n'arrive pas? Alors de manière globale, pour un couple jeune en bonne santé, on conseille de consulter au bout d'une année d'essais infructueux. Quand on parle d'essais, c'était quand même en ciblant l'ovulation, en étant un petit peu attentive à son cycle pour les dames. Après, il est vrai que si, par exemple, on sait qu'on a des soucis particuliers de santé, notamment gynécologiques, par exemple les patientes qui ont de l'endométriose ou les patientes qui sont porteuses d'un syndrome des ovaires polykystiques diagnostiqué depuis plusieurs années, ou tout autre souci qui puisse altérer leur fertilité, mais après que ce soit masculin ou féminin, c'est-à-dire que un homme qui aurait eu des traumatismes au niveau testiculaire, j'en sais rien, enfin voilà, des opérations ou des choses qui pourraient, où il aurait été prévenu que cela peut altérer sa fertilité, c'est vrai ils peuvent consulter un petit peu avant, au bout de 6 à 9 mois selon les cas. Mais de manière généraliste, on dit une année. D'accord. Et pour des couples un peu plus âgés, au-delà de 35 ans, on attend pareil, 12 mois ou... Oui, bah, c'est bien d'avoir le rendez-vous, je pense, au bout des 12 mois et de pas, au bout de 12 mois, commencer à se poser la question, prendre rendez-vous tranquillement. On dit que voilà, plus l'âge avance, c'est vrai qu'on sait que c'est un facteur de baisse de fertilité. Et donc, du coup, je pense qu'il faut consulter, voilà, se dire au bout de 9 mois, peut-être, même si notre rendez-vous est que dans 2-3 mois, parce qu'on sait que les rendez-vous chez le gynécologue peuvent être un peu longs à obtenir. On peut déjà commencer à prendre le rendez-vous sans urgence pour dans les 2-3 mois qui suivent, quoi. D'accord. Et du coup, en France, quelles sont les conditions requises pour pouvoir rentrer en parcours de PMA? Alors il y a plusieurs options. Donc soit on trouve un souci au niveau du bilan de la femme ou du bilan de l'homme. Donc là, à ce moment-là, on les prend en charge avec la prise en charge la plus adaptée selon le souci qui est trouvé, ou alors le traitement tout simplement de ce problème. L'autre option, c'est aussi des couples qui ont depuis plus d'un an une infertilité inexpliquée, parce que ça arrive qu'on prenne en charge, et assez souvent des couples qui n'obtiennent pas de grossesse, mais sur lesquels aucune anomalie est retrouvée dans leur bilan. Et puis maintenant, également, dans les centres de PMA, on accueille les couples de femmes et les femmes seules pour des procréations avec un don de sperme. Et pour finir, on accueille aussi, donc dans une autre démarche, les femmes qui souhaitent préserver leur fertilité en faisant cryoconserver leurs ovocytes. D'accord, très bien. Ouais, donc plusieurs options. Et Voilà. au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a des Ouais. limites d'âge, en tout cas, selon les traitements pour la prise en Alors, charge? globalement, la PMA, c'est jusqu'à 43 ans pour les femmes, 60 ans pour le partenaire. Donc là, c'est que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, c'est 60 ans pour le partenaire. La petite nuance, c'est qu'il faut savoir que on peut continuer les inséminations ou le transfert d'embryons ayant été conçus avant les 43 ans de la femme jusqu'à ses 45 ans. Voilà. Et pour les préservations de fertilité, c'est 29-37, le créneau. D'accord, très bien.
C'est super intéressant comme information parce que je pense que pour la préservation de fertilité, finalement, c'est quelque chose dont on commence à parler Oui. plus en France depuis Mhm. l'avènement de l'éthique. Tout à fait. Les femmes n'ont pas forcément l'information des critères, en tout Oui. cas, d'inclusion pour la préservation de fertilité. Et puis, je crois que l'âge du partenaire aussi Mm. a été changé il y a peu aussi. Il y a eu vraiment un âge de fixé, me semble-t-il. Je crois qu'il y avait un peu un flou dans la loi. C'était un peu à la discrétion des équipes. Et maintenant, il y a vraiment un âge. Ça a rendu les choses un petit peu plus strictes en termes d'âge pour le partenaire, bien sûr. D'accord, donc c'est des informations qui sont importantes parce qu'on Mm. n'est pas toujours au courant finalement de Oui, tout à fait. Mm. ça. Donc, d'ailleurs, en France, qui est-ce qui est pris en charge par la sécurité sociale en matière de PMA? Alors, en matière de PMA, en termes d'insémination, c'est 6. Et en termes de cycle de... Alors, ce qu'on appelle une FIV, c'est le protocole, la ponction ovarienne, la culture des embryons, ainsi que le transfert de tous les embryons issus de cette ponction. Donc, c'est-à-dire qu'on prend 4 cycles de FIV en charge, avec du coup, selon les résultats de chaque personne, ça peut être, s'il y a 3 transferts à chaque cycle, c'est pas les mêmes nombres, enfin voilà, de chances entre guillemets que s'il y en a qu'un ou s'il y en a 12 à chaque cycle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en cas de naissance vivante, le compteur repart à zéro pour un projet de deuxième enfant. Idem en cas d'interruption de grossesse, interruption médicale de grossesse ou malheureusement de mort fétale ou de choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, Et lorsqu'il y a une ponction blanche, par exemple, donc une ponction où on n'a pas d'ovocytes ou dans le cas où on fait une stimulation et on se rend compte ouais. qu'on ne peut pas ponctionner, dans ces cas-là, ça compte comme C'est pas décompté. Non, c'est pas décompté. Il faut vraiment qu'il y ait une ponction avec embryon à transférer derrière, au minimum un. D'accord. Voilà. Bon, c'est déjà des conditions Voilà. assez intéressantes. Enfin, moi qui Ouais. vis maintenant en Espagne, Oui, c'est différent, ouais. il y En termes de a prise en charge. beaucoup moins de prise en charge et souvent l'âge de prise en charge aussi s'arrête beaucoup plus tôt parce qu'il y a en France, il y a parfois des délais, mais en Espagne, c'est en tout cas, Ouais. et c'est un système qui est très différent parce que le public est complètement séparé du privé. Oui. Donc, c'est vrai que le système français, en tout cas, je crois, en matière de PMA, est un des... En termes de prise en charge, ouais, tout à fait. Euh, Après, la petite nuance qu'il faut avoir également, c'est que voilà, quand on parle par exemple de 4 FIV, il faut pas le voir en se disant voilà, j'ai le droit à mes 4, j'aurai mes 4. Il peut arriver qu'au bout de 2 ponctions par exemple blanches ou 2 ponctions avec des embryons qui n'évoluent pas après sur un stade suffisant, on puisse euh, proposer au couple d'autres alternatives en disant que voilà, faire une autre ponction, la balance bénéfice-risque serait pas en faveur de cette patiente parce que la ponction, ça reste un geste opératoire qui comporte certains risques, ainsi que tous les traitements que ça comporte. C'est un traitement qui est quand même relativement lourd. Et donc, du coup, c'est vrai que on peut stopper la prise en charge en FIV, par exemple, si on estime que c'est pas ce qui va donner des chances à ces personnes d'avoir un projet parental et de concrétiser. Et du coup, et qu'au final, on fait plus prendre de risques à la patiente que de lui faire gagner du temps et des chances, quoi. ouais. Donc il y a Oui, cette petite nuance-là. je crois que c'est au niveau des équipes, c'est d'ailleurs pas toujours évident parce que Non, c'est jamais facile. Souvent, c'est des dossiers qui sont discutés en staff. C'est pas seul le médecin qui va prendre la décision pour son petit couple. C'est vraiment des discussions d'équipe entre l'équipe de biologie, l'équipe clinique. Et même parfois nos collègues psychologues, voilà, pour vraiment faire le point sur toute la situation pour être le plus optimal, je dirais. et puis il faut pas oublier que quand il y a ces décisions qui sont prises, finalement, c'est pour protéger les patients en fait. Oui. Même si l'envie d'avoir un enfant est viscérale et qu'on veut absolument faire une FIV, il faut pas oublier aussi que il y a sa santé derrière qui est aussi importante. Tout à fait. Et ce que tu parlais de bénéfice-risque, c'est exactement ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours des décisions faciles à prendre en tout cas. Non, absolument pas. Non. Et donc, une fois que le premier contact est effectué
avec le centre. Quelle est la procédure finalement? Alors en gros, donc le premier rendez-vous va permettre, au médecin de faire le point donc sur la situation, d'éventuellement compléter le bilan. Il peut y avoir des choses qui ont été faites en ville ou peut-être pas tout. En général, les bilans, c'est assez simple. Pour l'homme, il s'agit donc d'un spermogramme. Donc on peut être amené à le recontrôler pour voir si l'anomalie persiste dans le temps, parce qu'il y a des anomalies plus fluctuantes, il y a des anomalies du spermogramme qui peuvent être dues à une prise médicamenteuse, à un état fébrile. Donc voilà, parfois, enfin assez régulièrement, on demande 2 spermogrammes histoire de vérifier si l'anomalie, persiste. Donc selon, les pathologies. Après moi je suis pas biologiste, donc du coup, mes compétences s'arrêtent là. Concernant la femme, l'idée va être de faire donc un bilan hormonal, une échographie pelvienne avec ce qu'on appelle le compte des follicules en trop, et puis vérifier un petit peu l'utérus. Et puis après, il y a des examens pour vérifier aussi les trompes. Donc ça va être l'hystéroscopie, donc ça c'est pour vérifier la cavité utérine, l'hystérosalpingographie pour vérifier les trompes, ou hyphosie aussi qui peut être faite pour vérifier les trompes. Voilà, en gros, les examens principaux qu'on propose. Donc voilà, parfois c'est simplement compléter le bilan s'il manque un de ces examens ou si un de ces examens doit être recontrôlé. Donc la deuxième étape va être de voir si on retrouve des anomalies et si c'est le cas, est-ce que c'est des choses qu'on peut traiter? Ou est-ce que c'est des anomalies, bah, voilà, si on a, une faible réserve, on peut pas, malheureusement booster, les follicules, donc malheureusement on peut pas aller plus loin et on est obligé de passer par, de la procréation médicalement assistée. Mais parfois, peut-être que simplement, je sais pas, ça peut être une petite, endométrite, donc c'est-à-dire une petite infection au niveau de l'endomètre, la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, ben ça peut se traiter par antibiotiques. Ça peut être aussi par exemple, parfois il y a des patientes qui ont, ce qu'on appelle un hydrosalpinge, c'est-à-dire de l'eau au niveau de la trompe qui, coule après au niveau de l'utérus et donc, qui ressort après, et donc du coup ça peut créer un état un peu, pas favorable, on va dire, à l'accroche d'un embryon. Donc c'est pareil, il y a des voilà, on peut regarder s'il y a des choses qui peuvent se traiter ou non pour améliorer les chances, du couple. Parfois en laissant un petit délai supplémentaire, en disant: «Voilà, maintenant qu'on a traité votre problème, vous pouvez faire des essais nouveaux, naturels et puis on refait le point». Donc voilà, ça c'est un peu la première grosse étape. Donc ensuite, si suite, donc soit à une anomalie retrouvée, soit, pas d'anomalie, mais bon voilà, un temps de tentative naturelle, on va dire, assez long avec, pas de résultat, on oriente le couple donc selon l'infertilité, soit sur des inséminations artificielles, soit sur un protocole de FIV. Et puis après, l'idée va être de programmer, ce protocole, donc de voir par rapport au cycle, de la patiente, à quel moment aussi par rapport à l'organisation de vie des gens, à quel moment c'est le plus opportun pour eux de démarrer ce traitement. D'accord, très bien. Et si, une patiente ou un couple donc, doit faire une FIV, Mmh. les différentes étapes de la FIV? Alors, donc il existe différents protocoles, de manière, on va dire, générale, parce qu'après chaque protocole et chaque centre travaille différemment, mais il y a quand même des points communs. De manière générale, il y a ou non, on appelle une phase donc pour, régler un petit peu, les choses et organiser un petit peu la prise en charge, parce que malheureusement, on ne peut pas dépendre du cycle de toutes les femmes. Ce qu'on fait en général, on peut avoir une phase de ce qu'on appelle le blocage, c'est-à-dire à l'aide d'un traitement, on va, préparer, le cycle suivant, bloquer un petit peu pour qu'on puisse arriver au bon moment. Suite à ça, on va avoir une première échographie en général qui permet de vérifier, que tout soit OK, que, bien des ovaires prêts à démarrer entre guillemets, un utérus bien, des dosages comme il faut, donc avec prise de sang, échographie. Et à partir de là, donc on va, commencer les injections. Les injections en général durent entre 12 et 15 jours. Donc les injections initialement, donc va y avoir un produit qui va permettre de stimuler la croissance folliculaire. Donc pour rappel, juste rapidement, au sein des ovaires, on a, des follicules et ces follicules en grossissant, c'est eux qui vont expulser un ovocyte, mature, et donc en fait, on va aller ponctionner ces follicules pour essayer d'avoir les ovocytes matures à l'intérieur. Donc le produit, donc le médecin va prescrire la dose et donc on va se faire des injections, pour pouvoir, faire grossir le plus de follicules possible. Et donc après, il peut y avoir des secondes injections en même temps qui permettent d'éviter l'ovulation prématurée pour que lorsque l'équipe décide de ponctionner, vous ayez pas ovulé en amont. Voilà, en gros, donc ça pendant voilà,
10 à 15 jours, on va dire, avec une grosse fourchette. Ça va dépendre de la rapidité de la réponse de la patiente, voilà, de plein de choses qui sont propres à chaque patiente. Donc, il n'y a pas de temps égal pour chacune. Oui, d'ailleurs, c'est une information importante parce que parfois, c'est vrai que les patientes, c'est normal, on veut Ouais, savoir quand est-ce que va être la voilà. fonction. Et c'est vrai que malheureusement, c'est une chose qu'on ne peut pas prévoir parce Non, que voilà. ça dépend de chacune et On souvent, peut, c'est voilà, on peut donner qu'une semaine en général, et puis plus ça va, plus on arrive à raccourcir le créneau, mais oui. malheureusement, on peut pas dire d'avance quel jour de la semaine ça va tomber. Donc du Vous coup, voyez combien d'échographies de contrôle pendant la alors en moyenne, c'est 2 à 3 quand même. On a quelques patientes qui en font qu'une, et on a quelques-unes qui en font plus, ça va mais très quand vite. même, on va dire la grosse majorité, c'est 2-3. 2-3 échos. Mm. Donc voilà. Et donc ensuite, il vient l'étape de la ponction. Donc là, quand à l'échographie, on voit que la majorité des follicules sont de bonne taille, que les dosages hormonaux sont bien, on programme du coup la ponction. Donc il y a une dernière injection qui permet de déclencher l'ovulation. Et en général, la ponction se fait environ 36 heures après. Donc ça se fait donc au bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale, selon le souhait de la patiente, son dossier aussi, parce qu'on sait qu'il y a certaines pathologies, notamment l'endométriose, qui peuvent rendre les ponctions plus douloureuses, donc pour lesquelles on va peut-être pas proposer l'anesthésie locale. Voilà, donc local ou général, selon, voilà, ça c'est une discussion avec les anesthésistes, le médecin et la patiente, ce qu'elle souhaite. D'accord. Ouais, c'est une discussion que vous avez. Oui, voilà. Oui, bah, en fait, il y a tous les cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la patiente qui dit, moi, je ne veux rien entendre, je ne veux rien voir, je veux qu'on m'endorme, alors qu'elle n'a aucun souci, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait respecté. On a la patiente qui, elle, veut absolument avoir une anesthésie locale, donc si son dossier le permet, il n'y a aucun problème non plus. Et puis après, il y a des patientes pour lesquelles on va plus orienter les choses en disant, ben voilà, nous, on pense que, au vu de votre dossier, l'anesthésie générale serait plus indiquée. Voilà, et puis voilà, on essaie de discuter et de voir ce qui convient le mieux pour autant sur le plan médical que sur le plan psychologique de la patiente et ce qu'elle souhaite. D'accord. Voilà, Et pour respecter. l'anesthésie générale, finalement, combien de temps ça dure En général, une ponction, on va dire en moyenne, ça dure 30 minutes. Donc c'est des anesthésies générales courtes, en général très bien supportées, qui posent pas de soucis. Et les patientes peuvent repartir chez elles combien de Oui. temps? Alors, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que le geste donc est assez rapide. Nous, par exemple, dans l'organisation de notre centre, les patientes, elles arrivent le matin entre 7h30 et 9h, et en fin de matinée, globalement, au plus tard entre midi et 2, elles partent. La seule petite chose, c'est que vu que c'est de la chirurgie ambulatoire et que du coup, il n'y a pas d'hospitalisation, il faut être accompagné. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un accompagnant qui vienne vous chercher et qui passe l'après-midi, puis la première nuit avec vous pour être sûr que tout va bien. Voilà. Oui, ce qui paraît assez Bah, logique. c'est comme, je crois que globalement, c'est les règles pour tout passage en chirurgie ambulatoire, que ce soit de la PMA ou autre chose, hein. Oui, tout à fait. Mm. Merci vraiment pour toutes ces informations parce que je crois qu'on a fait un peu le tour finalement de comment ça se passe cette entrée en PMA, ce parcours, comment ça se passe finalement une FIV, qui sont les différents intervenants dans un centre de PMA parce que c'est vrai que voilà, j'avais envie de poser toutes ces questions aujourd'hui parce que je crois que pour des personnes qui sont en essai bébé et qui commencent à voir que c'est compliqué, qui savent pas trop quoi faire et puis surtout qui se disent finalement qu'est-ce qui va se passer après, à quelle sauce je vais être mangée Oui, finalement en entrant en PMA. En plus, bon, c'est vrai que parfois ça peut faire un peu peur aussi. tout à fait. C'est pas toujours la première option choisie pour les voilà pour les couples en tout cas hétérosexuels. On parle souvent de bébés sous la couette Bien et sûr. c'est vrai que ça tout ça, ça engendre plein de questions et tu nous as apporté beaucoup de réponses et beaucoup d'informations. Donc, ça, un grand merci. Et puis, pour terminer, je voulais savoir si éventuellement tu avais un petit conseil à donner ou quelque chose à dire aux couples qui vont commencer leur parcours de PMA finalement. Par exemple, typiquement des patients qui viennent au centre de fertilité Montsouris et qui se lancent dans cette aventure de la PMA. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut essayer de. C'est des parcours qui sont plus ou moins longs, plus ou moins difficilement vécus, et pas forcément vécus de la même manière pour les deux membres du couple, mais même après, je pense même pour les femmes seules, il faut
il faut se donner de l'air, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que ça envahisse complètement la vie. Je pense qu'il faut être capable de se dire, ben, tant pis si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois suivant, parce qu'on voit des couples qui annulent leurs vacances, qui annulent tout, en fait, qui annulent tout et leur vie ne fonctionne plus que selon les cycles et la PMA, et au bout d'un moment, on pète un plomb, en fait, il y a pas d'autre mot parce que c'est invivable, et il faut quand même se laisser des soupapes, des vacances et continuer à faire des projets. Parce qu'il y a, on en a des patients qui me disent: «Bah, ouais, mais là, si je prévois ça dans 3 mois, ça se trouve, je serais peut-être enceinte et donc du coup, je peux pas», et non, il faut continuer à faire des projets, tout peut s'annuler, se moduler, heu et il faut vraiment essayer de pas s'arrêter de vivre à côté. Je pense que voilà, et après, il faut surtout aussi bien communiquer avec son équipe, ça, c'est la deuxième chose, voilà, il faut communiquer, poser, pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur de solliciter l'équipe. Nous, on reçoit, mais je sais pas combien de mails par jour, mais voilà, si ça permet juste d'avoir un peu plus de sérénité, je pense que c'est déjà ça de gagner, voilà. Continuer à vivre et communiquer. Super. Bah, merci pour ces conseils. Je suis 100% d'accord avec toi sur le côté équilibre de vie autour du Ouais, parcours de PMA. Je crois que c'est effectivement essentiel. Et c'est vrai, n'ayez pas peur de poser des questions parce que voilà, vous avez des professionnels comme Marie qui sont là, qui sont super, qui vous accompagnent. Et il faut pas rester dans le doute ouais, parce c'est que surtout ça. ça génère du stress. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à contacter Marie. Vous pouvez retrouver aussi le centre de fertilité Montsouris sur Instagram. Ouais, tout Voilà, à fait. des informations, je mettrai le lien aussi en descriptif. Et puis surtout, bah, merci à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. Et puis un grand merci à toi, Marie, et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager si celui-ci vous a plu et à me retrouver sur mon compte Instagram Lisa Journiac Coaching pour échanger. À bientôt!